Je me lasse pas du spectacle. Un phare en bois, la plage, la mer, c'est l'aboutissement d'un demi-siècle de vie d'aventure. L'océan, un appel au rêve pour certains et un cauchemar pour d'autres. Parfois les deux, quand les choses dont on a rêvé tournent mal. Il reste que j'aurais pas vécu une vie banale, comme le commun des mortels. L'extraordinaire n'existe que dans le danger et le risque. C'est mon choix. Je ne regrette rien. Le Betsyros, c'est à l'ancre à côté de chez moi, au fond de la baie. Il rouille. Il attend d'être perdu ou sauvé. Pour l'instant, ce navire a traversé toutes les épreuves et échappé à la mort une bonne trentaine de fois. On verra bientôt si la chance nous sourit encore. Dans tous les cas, il me restera des souvenirs inoubliables. Ce qui m'a fait flasher sur ce bateau, c'est son look. J'ai vu ce bateau, quand il était de face, on aurait dit une lame de couteau. Il a une forme extraordinaire. Il est extrêmement étroit et très long. Et quand il se met de profil, c'est le Sirius de Tintin et du capitaine Haddock. C'est mon enfance. C'est les bateaux qui étaient beaux, qui avaient un look, qui avaient un charme. Je m'appelle Betsyros. Les marins disent le Betsyros. Le patronyme que je porte depuis plus de 80 ans avec fierté et qui me portera chance plus d'une fois sous les orages de la guerre vient d'Elisabeth Ross, dit Betsy. Betsy était une tapissière talentueuse et le président George Washington lui demanda de réaliser le premier drapeau des États-Unis. Mais aucune preuve ne vient étayer cela. Peu importe, j'aime l'idée d'être le porte-étendard de notre nation. Et puis vous verrez que j'ai su en être digne. C'est un bateau qui est arrivé au Vanuatu en 2015 pour apporter des matériels à distribuer gratuitement après le cyclone Pam qui avait détruit toute l'île. Son ancien propriétaire, un milliardaire sud-africain, l'avait expédié ici. Et en fait, il s'est ensuite désintéressé du bateau. Il a abandonné son bateau. C'est un bateau qu'on voyait tous les jours du restaurant au Faré chez notre ami Romuald qui fait partie de notre petit groupe. On était à cette table d'hôte là, face à la baie merveilleuse baie de Port-Vila, avec ce bateau d'une forme un peu atypique, avec le FS 313 qu'on voyait. Donc on s'imaginait que c'était un ancien bateau de guerre, quoi. Et on discutait comme ça, et c'est mon copain qui a eu l'idée de se renseigner sur que faisait ce bateau-là dans la baie depuis 4 ans. Et donc je suis allé aux affaires maritimes qui m'ont dit qu'ils allaient le couler parce qu'il avait été entre-temps revendu à quelqu'un du Vanuatu qui pensait faire du shipping avec, mais qui était incapable de redémarrer les moteurs. Et que ça devenait un danger pour le port. En cas de problème, il risquait une marée noire ou une épave sur la côte en plein dans la capitale. Donc il s'était prévu de le couler 3 semaines plus tard, d'aller le couler en haute mer. Donc je l'ai acheté, j'étais pas encore monté dessus. Là, moi-même, je me dis, il est fou. Et il me dit, ça t'intéresserait de venir avec moi pour la restauration, Puis on commence comme ça à parler. Bah, j'ai dit OK. Et donc, on avait besoin d'un autre partenaire. En fait, je venais régulièrement déjeuner au Faré avec Romuel, qu'on appelle Romu. Et un jour, il me dit, écoute, on est avec Christian, un copain, je voudrais te le présenter. Il a acheté un bateau, j'aimerais que tu viennes rejoindre l'équipe. Et il s'est avéré que c'était deux dingues qui
ils sont partis sur un projet de dingue. Et donc il a fallu faire avec. Mais comme j'avais donné ma parole, je suis parti avec l'équipe. Voilà un peu le départ de l'histoire. Ce bateau est une merveille. Le dernier au monde de sa catégorie et dans un état extraordinaire pour son âge. C'est quand même rarissime de tomber aujourd'hui, totalement par hasard, sur un navire de la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement dans l'état où il était à l'origine. C'est les moteurs, les générateurs, les compas, tous les cuivres, les bronzes à bord, tout était dans son état, dans son jus tel qu'il a été construit en 1944. Le bateau, on a découvert qu'il avait une histoire au Vanuatu, qu'il avait une histoire dans la zone Christian, je veux dire, Ouais, tout ça, le travail qu'il a fait et tout ce qu'on a découvert comme périple qu'a eu ce bateau, c'est fabuleux, quoi. C'est un navire de guerre américain, armé à l'époque, qui faisait partie de l'US Army. Ces cargos étaient chargés d'approvisionner les gros bateaux de guerre qui étaient au front en munitions, en explosifs sous-marins et arriver jusqu'aux grands croiseurs, aux grands destroyers, livrer leurs marchandises sous le feu, en plein milieu du front, en plein milieu des batailles, et partir avec des blessés, avec du matériel abîmé, et éventuellement en tractant des bateaux de guerre ou des sous-marins américains abîmés pour les ramener au port le plus proche pour réparation. Quand il est parti en 1944, il a attaqué tout de suite bille en tête. Il est allé participer à la bataille de Guam. Il a fait tellement d'efforts pour passer au milieu des feux qu'il a eu sa première Silver Star. Il a fait Guadalcanal. Il a fait la bataille de Bougainville et des îles de la Nouvelle-Guinée. Toutes mes premières missions se faisaient en mode furtif. Et à bord, c'était silence radio. Lors d'une mission sur Saipan, dans l'archipel des Mariannes, là aussi en mode furtif et silence radio, nous recevons le feu. 2 coups de canon. Ironie de l'histoire qui faillit nous envoyer par le fond et faire de ma carrière de navire militaire l'une des plus courtes de la Navy. Le feu vient d'un destroyer qui se trouve être des nôtres. Était-ce le signe que je traverserais la guerre du Pacifique sans une égratignure? J'ai senti que la guerre était proche à la tension de mes marins sur le pont. Combien d'entre eux scrutaient le ciel ou écoutaient les conversations radio? Il a fait la bataille des Philippines, qui a été terrible. Et ensuite, il a fini, jusqu'au dernier jour de la guerre, à faire du ravitaillement à Okinawa, qui a été le plus grand bain de sang de toute la guerre du Pacifique. 7000 kamikazes qui se sont jetés sur les bateaux américains, 7000 kamikazes, en moins de 30 jours. Il y a eu 400 000 morts en moins de 30 jours. Et les Américains ont eu tellement de pertes, non seulement en matériel, mais en soldats, qu'après Okinawa, le gouvernement américain a décidé de lancer les bombes atomiques. Nos chargements étaient toujours secret défense. Mais je me doutais bien que dans mes cales, c'étaient des éléments d'une arme très particulière que je transportais. 6 mois plus tard, j'en aurais la terrible confirmation. Hiroshima et Nagasaki seraient anéantis.
Et ils ont arrêté la guerre comme ça, suite aux pertes qu'ils ont eues à Okinawa, qui ont été énormes, énormes. Et notre petit bateau était au milieu de tout ça, jusqu'au dernier jour de la guerre. Et les marins à bord ont entendu la reddition du Japon à Okinawa. Et les combats ont continué pendant 3 jours après, parce qu'il y a beaucoup de Japonais qui refusaient d'arrêter la guerre, qui refusaient de se rendre. Au matin du 3e jour, la fumée se dissipant, des dizaines de navires coulaient ou brûlaient. Nous venions, mon équipage et moi, encore une fois, de passer à travers le feu sans encombre. Les marins étaient épuisés et nerveux. Moi-même, même si je n'avais pas subi de dommages, j'avais été sous le feu, dans une mer de flammes et d'épaves qui pouvaient à tout moment percer ma coque et nous envoyer par le fond. Je n'emmenais pas large. Ensuite, ils sont rentrés à Guam et la guerre était terminée. Les hommes ont pu se reposer et se distraire, écrire à leur famille, leurs fiancés. Je suis heureux que mes marins et moi soyons sortis indemnes. Tant d'autres n'ont pas eu cette chance. Il y en a beaucoup qui ont été coulés. Il y en a beaucoup qui, à la fin de la guerre, ont été réduits, scrappés, c'est-à-dire ils ont été découpés et vendus à la ferraille pour la ferraille. Il y en a eu 180 de fabriqués, c'est le dernier. Il y a d'autres ennemis en mer et parfois tout aussi mortels qu'un zéro qui vient se fracasser contre votre coque. Les cyclones. Les mécaniciens refaisaient une beauté de mes moteurs quand ce cyclone s'est abattu sur la baie. Je me souviens très bien. C'était le 5 octobre 1945 et la rage du cyclone était telle que mon ancre s'est décrochée et que j'ai dérivé pendant plus de 2 miles. Une fois encore, alors que des vagues de 6 à 8 mètres déferlaient sur la proue, l'ancre a accroché le fond. La mer ne voulait toujours pas de moi et un miracle s'est produit. Je me suis remis dans l'axe du vent. C'est ici qu'une partie de ma légende s'est forgée. Le radio a lancé un message à terre pour dire que nous étions en sécurité et que le cyclone faiblissait. Il a dit aussi, ce bon vieux Betty est comme nous. Il ne veut pas mourir, les gars. Non, je ne voulais pas mourir. Et aujourd'hui encore moins, plus de 60 ans plus tard, je ne veux toujours pas mourir. Ensuite, comme tout vieux rafio des armées, j'ai servi de bateau-école, puis de décor à des films, Mr. Roberts et Inside Culver. C'était amusant de voir tous ces acteurs célèbres, Henry Fonda, James Cagney, Jack Lemmon, jouer à la guerre sur mes ponts. Bien plus amusant que la vraie. Bref, j'ai eu mon heure de gloire à Hollywood. Right now, that's exactly what you're doing. Are you kidding? Look, whether you like it or not, this sorry old bucket does a necessary job. And you're the guy who keeps her lumbering along. Who's afraid of the big fat captain? Who's afraid of the cruddy captain? Who's afraid of the jerky captain? Everyone aboard, sir. Now hear this. Now hear this. The captain says there will be no more singing this evening because of that song. That is all. Puis on m'a vendu au plus offrant. Un milliardaire sud-africain désabusé qui, quelques années plus tard, m'a abandonné à Port Vila, au Vanuatu. Des hommes ont tenté de me voler. Ils furent incapables de lancer mes moteurs. Les autorités maritimes ont donc décidé de me couler. Souvenez-vous de la phrase du radio. Le Betty est comme les hommes, il ne veut pas mourir. Alors est arrivé Christian, une espèce d'aventurier solide comme le roc, déterminé, la clope au bec. Je voyais bien qu'il m'observait depuis le rivage. Un jour enfin, il se décida à venir me voir.
Il peut renaviguer ce bateau, bien qu'il ait été abandonné et laissé couler. Il peut renaviguer. Mais bon, c'est du travail supplémentaire, c'est pas grave. La première fois que je suis rentré dans la salle des machines, j'ai découvert ces extraordinaires moteurs de 75 ans, dans un état pratiquement parfait, comme s'ils avaient été fabriqués il y a 6 mois, et d'une beauté, pour un mécanicien, ce sont des beaux moteurs. Alors, là on a les bielles du moteur. Bon, il y a un petit peu de saleté, c'est pas grave. Là, on voit que le moteur il est encore sain. Il est sale, mais c'est impressionnant, mais c'est rien. C'est simplement de la saleté qui est dessus, qui a commencé à perler un petit peu de rouille en surface, c'est pas attaqué. Et surtout, les endroits qui tournent sont intacts. Donc ça, c'est très important. Ça va être nettoyé, dégraissé, enlever la rouille et regraisser, bien huilé, pour que ça tourne tout seul. Voilà, mais il n'y a rien de... Il y a eu un peu de rouille qui s'est faite en surface, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Tout ça, ça mérite d'être nettoyé, tu vois. C'est pas grave, tu vois, c'est pas rouillé à cœur... rentrer dedans, tu vois, mais il faut pas laisser comme ça, tu vois, faut pas laisser comme ça, il faut nettoyer tout ça. Bah, ils avaient décidé de le couler parce que pour eux c'est une épave, c'est pas un bateau intéressant, c'est pas un bateau, c'est une épave, c'est même pas une épave, c'est ce qu'ils appellent des reliques de vaisselle, c'est-à-dire un truc qui flotte, qui menace l'environnement, quoi. Et personne ne s'est rendu compte que c'était un monument historique, le dernier bateau de ce type de la Deuxième Guerre mondiale. Personne ne s'en était rendu compte. Il est resté 3 ans devant les yeux de tout le monde dans la rade, sans que personne ne se rende compte que c'était un bateau de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une pièce de musée, ce bateau. Personne de ma génération ne connaît ces moteurs. Parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de démarreur, il n'y a pas de batterie. Donc ces deux vieux moteurs qui ont 75 ans et qu'on croyait morts, on va les redémarrer. Voilà. C'est décidé. Donc il y a du travail. Bon, le premier travail, ça a été de trouver un technicien capable de redémarrer les moteurs, puisqu'ici, en 3 ans, personne n'avait réussi à démarrer un seul moteur. Donc j'ai fait venir un vieux mécanicien de Nouvelle-Calédonie qui, lui, savait comment ça marchait. Et j'ai une spécialité, ce qui fait que peu de gens... je connais très bien les moteurs 2 temps diesel. C'est un truc que plus personne ne connaît aujourd'hui parce que tu poses la question aux 3/4 des mécaniciens, ils ne savent même pas que ça peut exister un 2 temps diesel. C'est comme ça que je me suis retrouvé à m'occuper du Betsy Ross. Tout le monde lui avait dit, ton bateau, on ne peut rien en faire, parce que c'est un machin, ça a 70 ou même plus, 80 ans. Et Éric Laroche, avec qui il était plus ou moins associé, lui a dit, ah mais Patrick, je connais un mec à Nouméa qui a fait démarrer le bateau, qu'il connaît. Donc il m'a appelé, il m'a demandé si ça me disait. Ben, je dis, écoute, je vais venir et puis on va le faire tourner cet engin. Et on y a passé une semaine dessus, on a tout remis en route. Et j'ai fait un essai juste pour voir si le moteur n'était pas bloqué. Je n'étais pas parti pour le démarrer, tu vois. Et ce moteur, il n'avait peut-être pas tourné depuis 4 ou 5 ans. Hein. J'ai envoyé l'air, il a démarré au quart de tour. Et là, c'est un gros moment d'émotion quand les moteurs démarrent.
Le jour où on a réussi à redémarrer les moteurs et qu'on a entendu cette palpitation là, comme un cœur géant là, qui tape là, boum, boum, boum. C'est des émotions. Le jour où on est parti en mer pour la première fois et qu'on a vu l'étrave fendre les vagues, c'est des émotions. C'est extraordinaire. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Quand on est parti avec le bateau, on est allé de l'autre côté de l'île, à Port Havana. Donc c'est 5 heures. 5 heures de navigation pour y aller. On s'assoit à la barre d'un bateau comme ça. Quand on a réussi à démarrer les moteurs et on part en mer, je peux vous garantir que ça fait quelque chose. C'est émouvant. C'était bon de me sentir à nouveau vibrer, comme un cœur qui bat lentement mais sûrement. Il s'est mis à la barre et dans un grand tremblement de toute ma carcasse, je me suis ébranlée. J'étais fou de joie. Je reprenais la mer, fendant les eaux bleues du Grand Pacifique, frissonnant de toute ma tôle. Faire redémarrer ce bateau a été un sacré challenge, et ces moments-là me manquent. Suivre la checklist que j'ai mis des mois à reconstituer à partir de rien. Donner les ordres aux marins, ouvrir des dizaines de vannes, vérifier les niveaux, les circuits, gonfler les réserves d'air, abaisser des leviers, démarrer tous les moteurs, s'angoisser sur les jauges de température, écouter la respiration des moteurs pour s'assurer que tout est normal. Régler la puissance du courant à la main et enfin donner l'ordre de lever l'ancre. Une fuite, un tuyau qui lâche, l'eau de refroidissement d'un moteur qui ne sort pas. On a tout eu et tout réglé. Démarrer un navire de 75 ans et 450 tonnes, c'est autre chose qu'une voiture. C'est chargé d'émotions. Quelle résistance, quelle endurance après 75 ans de service. La guerre, les combats, les attaques de kamikazes et de sous-marins et tellement d'autres aventures. Quand tu es à la barre, tu sens la présence des grands aventuriers qui ont marqué ce monde. C'est grandiose. On dirait vraiment que ce navire a une âme et qui refuse de mourir. Et quand je t'ai vu comme un fou, là, courir partout, et bon, ça fait peur, quoi. J'étais à côté de l'échelle de coupé là, pour monter, là. Je me suis dit, mais ça va nous péter dans la gueule, quoi. Non, mais bon, j'ai fait semblant. Je me suis pas approché de l'échelle tout de suite, mais quand même à un moment. Parce que, non, mais je les appelle les hommes du Betsy Ross. Christian, Romuald et Eric. Je les ai affublés chacun d'un surnom. Eric, c'est le lézard. Un lézard sud-américain qui, une fois qu'il a mordu, ne lâche jamais. La seule façon connue de lui faire lâcher sa proie est de le décapiter. Eric a toujours sa tête sur ses épaules. Hey, salut. Romuald, c'est le guéluron, un éclat de rire, toujours gai, même dans la tourmente. Son rire sauverait un navire en perdition. Je ne sais pas comment il fait pour travailler autant sans dormir, subir ses pressions et garder son sourire. Christian, c'est Capitaine Courage, un Fletcher qui rêve de liberté et de grand large. Tous les trois passent leur vie à construire l'impossible, et ils y arrivent. Enfin, j'espère pour moi. Ensuite, on a attaqué la rénovation du bateau lui-même. Il y avait de la rouille partout, des tôles rouillées. On a refait des peintures, on a tout gratté, on a tout traité, repeint. On a démonté, on a attaqué des dizaines de pièces que j'ai amenées chez moi, entièrement démontées, et fait de la rénovation, parce que là, je suis bon là-dessus.
faut être une armée pour faire ça. Il faut être une armée de personnes. Il faut plusieurs équipes de 7-8 personnes pour faire ça. Pendant des mois, on était 3. Et on n'en peut plus. Là, on parle de 54 mètres par 10 mètres de large, des ponts de 200 mètres carrés. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Il y a 3 ponts. C'est inimaginable. La quantité de travail, il faudrait 3 vies pour y arriver à 2 ou à 3. À l'époque où je l'ai acheté, je ne l'ai pas acheté très cher et je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Je l'ai acheté comme j'aurais acheté une voiture de collection. À partir du moment où on a décidé de se lancer dans la rénovation, on a très vite doublé, triplé, quadruplé, quintuplé le montant de l'achat. Là, on en est à 9 fois le montant de l'achat. Et je suis arrivé à 400 000 € quand même. On n'a eu aucun fonds, aucune aide, pas rien, pas un centime. Donc on arrive à un moment où on est un peu coincé. Moi, je pensais qu'il allait y avoir un engouement sur un projet d'une telle ampleur. Ce bateau aurait été l'équivalent de la Tour Eiffel à Paris. Ça aurait été un grand incontournable. Du point de vue culturel, quand on lit l'histoire de ce bateau-là, bien sûr, ça ajoute beaucoup de valeur au rôle que le pays a joué peut-être à sa participation dans le temps à ses activités de défense lors de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la contribution de ce bateau en tant qu'un des navires qui a survécu l'événement et qui est ici. Je pense que ça représente quand même une valeur aussi éducative pour notre jeunesse, qui, même s'ils n'ont pas vécu ces temps de guerre comme la génération dont je fais partie, c'est quand même bien pour eux de savoir qu'un des bâtiments qui a participé à ces événements-là dans les années 1940 est ici. Pour arriver à finaliser ce projet, il faut une énergie inimaginable. On savait que ce n'était pas quelque chose où on gagnerait de l'argent avec ça. C'est devenu une passion, quoi. Mais on ne s'imaginait pas non plus à quel point ça allait nous coûter cher. Ma partie à moi était celle de faire en sorte que ce bateau, qui était un peu considéré comme un bateau à l'abandon, devienne un bateau qui a une vraie valeur historique et qui mérite qu'on aille jusqu'au bout et qu'on le sauve définitivement. Il a fait 3 guerres, il n'a jamais été coulé. Et ça a été une motivation, c'était un challenge intéressant, pas simple du tout, parce que trouver des financiers, c'est compliqué. Ensuite, il a fallu monter toutes les autorisations qui étaient nécessaires pour que ce bateau soit autorisé à rester dans le port. Donc il a fallu faire des démarches administratives extrêmement longues et compliquées. En fait, 3 dingues pensaient que c'était facile et en fait ça ne l'était absolument pas du tout. Et maintenant, on s'aperçoit que bon, c'est difficile, mais que ça en vaut le coup. Beaucoup de monde ici et ailleurs, nous arrivons tous les 3 au fond du puits. On tire les dernières cartouches. C'est Fort Alamo en version pacifique. La semaine prochaine, on fait bouillir le cuir de nos sandales pour les manger. Nous allons donc continuer à croire qu'en nous 3, nous pouvons faire le travail de 300 et agir en conséquence sans baisser les bras. Je pense être le maillon faible du trio, mais quand je vois leur énergie et leur détermination, je me sens incapable de renoncer.
et il me donne la force de me battre. Quel trio! Un Fletcher Christian qui rêve de liberté, un Rému, artiste pâtissier délirant, un professeur tournesol qui finit toujours par donner le bon conseil et retrouver l'Ouest. Le mariage du Petit Prince de Saint-Exupéry, du prophète de Khalil Gibran et du très spécial Vendredi de Tournier. Je m'aventure à m'exprimer au nom de nous trois pour dire que nous espérons vous annoncer une bonne nouvelle sous peu. On y travaille, sois-en sûr. Si Magellan, Christophe Colomb, Henri de Montfred, Bombard, Moitessier, Tabarly, De Queiroz, Cook et bien d'autres ont fait la traversée, on peut le faire aussi. Le Betsy ne veut pas finir échoué ou mourir gangréné par la rouille. Comme le disait un des anciens marins du Betsy Ross, je crois réellement qu'une partie de mon âme est restée sur ce navire, comme une partie des âmes de tous ceux qui y sont passés. Éric disait que je ferais un beau musée flottant, et Romuald que mes ponts feraient de très belles terrasses de restaurants. Ce fut pour moi un nouveau souffle de vie. Je n'étais plus abandonnée, tournant autour de mon axe dans une baie du Pacifique Sud, à vivre de mes souvenirs comme un vieux retraité, attendant d'être démantelé et recyclé, ou de finir au large du Vanuatu à servir de banc de corail pour des touristes en mal de sensations. Je retrouverai les embruns, j'entendrai le chant du vent courir dans les coursives, je vibrerai sous ma coque, mes 250 tonnes de ferraille doucement s'ébranleraient, et mon étrave, l'âme aiguisée, fendrait la houle. Je reprenais vie, grâce au rêve insensé de trois aventuriers. Voilà le rêve de trois copains un peu fous, de délirer, quoi. Pourquoi délirer à nos âges? Parce que pour rester vivant, quoi. Les challenges professionnels, les challenges quels qu'ils soient, bon, on les a fait un peu, quoi. Il nous faut des nouveautés, il nous faut du délire, quoi. Là, en délire, on a été servi. Hein. Je pense que prochainement, on va le sortir, le mettre sur terre, et puis réaliser un musée. Hein. Je veux dire, on a toutes les pièces de collection pour réaliser un merveilleux musée. Il faut que ce bateau soit sorti de l'eau. Les coûts vont être divisés par 1000. Et il faut qu'il devienne un bateau musée. Parce qu'autour de ce bateau, déjà, on peut faire un restaurant avec une ambiance américaine. On peut faire un bar américain dans le style de l'époque, des Marines, des soldats. Il y a 1 million d'activités à faire autour. 1 million d'activités. Puisqu'on est chez toi, où est-ce que tu mets ta cuisine pour faire ta paella? Puisque c'est de la cuisine. Sur le radeau à côté. Non, c'est bien. C'est utile quand même ces plans-là par rapport à ce qu'on veut faire. Ton plan, là, c'est deux salles. Ton plan, il est à l'échelle, là? Oui, c'est à l'échelle. Ces deux salles, elles peuvent être louées pour des repas privés. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça rentabilise le musée. Bon, maintenant, le Betsy Ross est ancré pas loin de chez moi, au fond de la baie qui s'appelle Shark Bay, la baie des requins. C'est une immense plage de sable noir. Et on a un terrain là, qui est prêt à accueillir le bateau. Et après, on va attaquer la grande rénovation. Ce bateau, la seule solution, et je ne suis pas le seul à le penser, c'était de faire comme plusieurs bateaux dans le monde, c'était de le mettre à sec, de le sauver définitivement, et puis d'en faire un musée. Il ne faut pas oublier que derrière ça, on a aujourd'hui plus de 1000 pièces d'origine, d'époque, qui vont alimenter le musée. Donc on va en faire vraiment une vitrine de ce qui s'est passé pendant la guerre du Pacifique avec ce bateau. Ces bateaux ont une espèce d'aura, de respect. Et quand j'ai contacté les États-Unis, l'US Army et leur musée, le directeur de leur musée, pour leur dire que j'en avais un dans un état pratiquement d'origine, que j'avais retrouvé toutes les armes d'origine et que je les avais réimportées pour les réinstaller sur le bateau, ils n'y croyaient pas. Ils disaient « mais c'est pas possible, il n'en reste plus ». Parce qu'ils sont vraiment étonnés de voir que 3 petits Français au fin fond du monde, avec aussi peu de moyens,
sont en train d'essayer de sauver le dernier FS ship au monde. Voilà, bon, on vient de recevoir le Beaufort, le canon Beaufort qui va sur l'arrière du bateau, entièrement reconditionné, tout marche. Ça c'est le numéro 201 sur les 10 000 qui ont été fabriqués par les États-Unis pendant la guerre. Et il en reste pratiquement plus dans le monde. Et dans cet état-là, je crois que c'est le dernier. Il a été entièrement reconditionné. C'est un coup de chance d'avoir trouvé ça. C'est unique au monde. Voilà. Donc il va, avec un peu d'espoir, il retrouvera sa place sur le bateau. Voilà, belle pièce, unique, pièce de musée. Ils ont bloqué là. Quand Christian a commencé à faire ses achats, effectivement, on s'est aperçu que il avait fait un travail énorme d'achat de matériel de guerre, des armes. Donc là, c'est pareil, il a fallu faire des démarches administratives pour importer des armes. Donc ça a été compliqué aussi, il a fallu passer par les démarches envers la police, le gouvernement, pour qu'on puisse importer des armes, c'est pas simple. Donc finalement cette fois-ci on l'a obtenu parce qu'on a expliqué de quoi il s'agissait et puis que c'était des armes qui étaient en fait désactivées, hein, mais qui étaient nécessaires dans le cadre du projet du bateau de guerre musée. Le musée de Betsyros a à peu près 2000 pièces. Il y en a partout. Voilà une petite partie de la collection de l'argenterie du Betsyros, de la vaisselle des officiers. Et tout est marqué. L'US Navy. C'est la vaisselle de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est des coupelles à fruits, à salade de fruits, avec le Betsyros en train de remettre et de présenter au premier président des États-Unis, Washington, le premier drapeau américain au moment de l'indépendance, avec 13 étoiles. Le Betsy, il a déjà une histoire extraordinaire. Et même si on était amené à le vendre, j'aurais une petite fêlure au cœur. Parce que je suis tombé amoureux d'un bout de tôle. C'est usant, mais le résultat aujourd'hui vaut le coup. Le refaire, je ne suis pas sûr. On a commencé, on va terminer. On va sauver ce bateau. Ça n'a pas été facile, hein, et plus on s'approchait d'une deadline, plus c'était compliqué administrativement avec les affaires maritimes, qui ont leurs impératifs, nous les nôtres, des contraintes techniques, des contraintes financières. On n'a jamais lâché. Jusqu'au bout, on a été jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est pas encore fini, mais on a fait 90% du chemin. Et je crois qu'on a sauvé ce bateau. Je pense qu'on a sauvé ce bateau parce que tous les trois, on était déterminés. Effectivement, ce sera une grande satisfaction si on finit ce projet. Mais la satisfaction, c'est déjà tout le travail qu'on a fait, qui est incroyable, hein. Et donc, moi, je pense que c'est une réussite pour nous trois. Et puis, ce sera, à mon avis, aussi un plus pour le Vanuatu. Mes trois aventuriers et moi, nous sommes fabriqués dans le même acier, durs dans le gros temps, résistants aux brûlures du soleil, et pourtant fragiles, quand nos rêves s'échouent dans une rade sans plus de regard que celui de badauds curieux devant nos coques rouillées, nos corps chancelants sous la houle.
autant nous avons connu dans les mers rendues hostiles par les hommes. Mes cales renferment les rêves et les mémoires des marins qui ont fréquenté mon pont. J'entends encore le chant choral de tous ces marins. Mon cœur a 300 battements minutes et mon étrave découpant la mer sont les témoins du courage de tous ces hommes. Suis-je ce navire qui entre dans la vie de marin, brutalement sans crier gare, et pour lequel des hommes sont prêts à se donner jusqu'à la déraison? Suis-je le Graal qu'attendaient ces hommes, épris de liberté, aventuriers au long cours de vie passionnée? Je suis rentrée dans le silence d'une nuit tropicale dans la baie de Port Vila. Encore une fois, mon destin s'unirait à celui des hommes. En vieillissant, on renonce à la forme, jamais au fond. Je ne renoncerai jamais à voguer, encore et encore. Aujourd'hui, nous sommes tous fatigués. Christian, Eric, Romuald et moi. Ça craque de partout. Nos haubans grincent dans le vent et la rouille s'empare, inexorable de nos os. Nous savons tous que c'est le dernier combat et qu'il vaudrait mieux le gagner pour ne pas finir au fond d'une baie oubliée de tous. On va aller en tôle. Alors tu y arrives ou quoi? Monsieur Romu. Oui, ma poule, c'est comment? Bonjour. Alors? Bon. J'ai peut-être trouvé une possibilité pour avoir des boudins localement pour sortir le bateau. Donc si on a de la chance, si j'arrive à bien tout goupiller, on pourrait sortir le bateau, théoriquement. Et Juste puis, avant le début des cyclones. Bon bah écoute, super. Bon bah écoute, on continue. Hein. Parce que là maintenant ça devient... Ah, ça critique, c'est critique. Je vois tous les efforts qu'ils font pour que je ne finisse pas coulé. Je vois bien le combat de Goliath de Christian. Ça c'est la bonne place. Le visage de Romuald qui essaie encore de sourire. La volonté d'Éric qui se démène avec les plus hautes autorités du pays. Tournant solitaire autour de mon encre, je peux imaginer la solitude de Christian à sa table d'écriture. Je l'aperçois parfois, assis devant son faré, les yeux rivés sur moi. Finira-t-il par me détester? Par m'abandonner aux autorités maritimes? Je voudrais les aider, mais que puis-je faire? Je ne sais que voguer. Oui, bah oui, on a... Messieurs. Christian. Bon, c'est... Ça va pas du tout, hein? Ah bon? Ah non, c'est le pâté, là. Le pâté de corail ou le pâté... C'est du mauvais pâté. Ah. On n'aura pas les boudins avant la fin de la saison des cyclones. Donc on ne peut pas sortir le bateau. Voilà. Donc moi je suis dégoûté. Hein. Ça fait 3 ans qu'on s'investit dans ce projet. On n'arrive à rien. Donc là, le bateau va couler. On va perdre le bateau. Oui. Alors si vous avez une idée, les mecs, parce que moi, j'en ai marre. Bah, il faut taper en haut, hein, là. Il faut taper en haut, il faut aller voir le Premier ministre. Il faut trouver une solution d'abord, parce que ça devient trop grave, quoi. Le problème, là, c'est la période des cyclones, quoi. Ouais, ok. Et puis on a vu ce que ça a donné les années passées. À chaque fois, on a frôlé la catastrophe, quoi. Ok, ben, je vais prendre rendez-vous avec le Premier ministre et puis on va aller le voir avec tout le dossier complet, lui expliquer la situation pour voir s'il peut intervenir. En lui expliquant la convention et l'intérêt du pays avec le musée. Voilà, on va aborder ce sujet comme ça. Bon ben écoute, on fait comme d'habitude. Nous, on t'expose les problèmes et toi, tu les règles. Ouais, salut Christian, c'est Eric. Ça va? Oui. Écoute, je sors du bureau du Premier ministre, donc je lui ai déposé le courrier, la demande officielle et le dossier de presse. Donc je pense qu'on va avoir une réponse dans les jours qui viennent. Donc ça, c'est en cours, on n'a qu'à attendre là.
Tu as reçu mon numéro de téléphone là, du gars Santa, je crois qu'on peut être sauvé là. Hein. Le gars il a une dizaine de boudins apparemment et donc il n'en fait pas grand chose. Donc vois avec lui si on pourrait les louer, enfin négocier avec lui, c'est peut-être une piste assez sérieuse. Voilà, d'accord? Tu me tiens au courant. Merci, ciao. Mon existence ne tient qu'à quelques boudins. J'y suis habituée. Ma vie n'a toujours tenu qu'à un éclat d'obus, un kamikaze, un cyclone. Aujourd'hui, ce sont des boudins pour me sortir de l'eau. Sur le plan humain, il y a déjà un bénéfice. Dans cette histoire et dans cette aventure, quoi qu'il arrive, il y a déjà un bénéfice. Il s'est lié des amitiés fortes, suffisamment fortes pour traverser l'adversité. On a consolidé des liens extraordinaires. Alors je pense que 3 personnes qui traversent les épreuves comme on les a traversées, sans bagarre, des discussions parfois houleuses, des discussions des différents points de vue, ce qui est une réalité quand on pilote un projet comme celui-là, mais on est toujours restés soudés. Et je pense que si on réussit tous les 3, c'est parce qu'on a été intelligent, à mon avis, qu'on a mis de côté nos personnalités et nos tempéraments intempestifs, chacun ayant des personnalités un peu fortes, il faut le reconnaître, et qu'on a utilisé notre énergie dans l'intérêt de la sauvegarde de ce bateau. Notre objectif était vraiment de réussir ce projet jusqu'à son terme. C'est un gros délire, quoi. On ne prend pas la mesure de ce qui va nous arriver, de ce que l'on va faire. Mais incroyablement, chacun a tenu bon, chacun a lutté pour aider l'autre, quoi. Et jamais, à aucun moment, un des 3 a imaginé lâcher le projet. J'ai passé ma vie à vivre des aventures, donc j'ai pris tous les risques, et le Betsyros en fait partie. Il faut finir. On n'a plus le choix. De toute façon, on n'a pas le choix. On ne peut plus reculer. D'un jour à l'autre, il peut y avoir un cyclone qui va venir, on perd le bateau. Donc là, il faut qu'on fasse un dernier effort, mon gars. Il faut qu'on fasse un dernier effort et qu'on arrive à sortir ce bateau et qu'on le sauve. Parce que tout ce qu'on a fait là déjà, Beaucoup de travail. c'est énorme. On ne parle même pas de l'argent qu'on a englouti là-dedans, mais les efforts et le travail, c'est énorme. Énorme. Alors, ça serait bête qu'on ait fait tout ça pour rien. Je ne laisserai pas tomber ce bateau, à vie ou à mort. J'y arriverai ou j'y crèverai. Mais à mon avis, j'y arriverai. J'en ai vu d'autres. Je suis le Betsyros, la légende du Pacifique. Je suis le bateau qui ne veut pas mourir. Ouais, alors si tu me racontais quoi là sur ce bateau là? Bah, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il fait là. Maintenant, Qu'est-ce qu'on en fait? oui. On l'achète. On l'achète, on fait quelque chose. Et vous êtes un peu de grand malade là, parce que... Non, mais Ça, on sait ça. On sait. c'est Parce toi, que toi moi- qui feras la cuisine. Hein. Moi, je suis pas un grand navigateur, mais j'ai quand même construit un petit voilier, quoi, de 9,50 m. Et pendant 9 ans, on va pas dire que ça a été que la galère, mais enfin, les bateaux, c'est toujours la même histoire, quoi. Hein.
Oui, mais celui-là, il fait combien? Ah, 50, ben, un bateau, 54, 55 mètres. Un bateau, Ah, ça fait que 5 fois la même galère, c'est rien, on est 3. On partage. On partage. Il y a 2 grands moments dans un bateau, c'est quand tu l'achètes et quand tu le revends. Oui. Bon, bah, moi, je peux l'acheter, et puis toi, tu le revendras. Eric. Voilà, exactement. Hein, chacun son boulot. Hein. Exact. Moi, je suis un bon acheteur, mais pour vendre, je suis nul. Non, mais d'abord, il faut d'abord le réparer. Non, mais arrêtez vos conneries, on a autre chose à faire que de se faire Ouais, chier avec ça. je crois que tu as raison.